bayebi bien katena so ba osenga ezaka ke Kabila pa ko kenna article mutuni moko mais idée na bango comme baza obsédé ya ko sala eloko mabe na Joseph Kabila parce que ba fana na Kabila ba meli obi na comparaka ba to nyonso ba osala Kabila pasi o bazo trahir ezaba oyo afana na salon a mer champagne na bango na ba verre malonga biso ba oto zala ki kunate tozana biso na jardin to mila na kopo mais tozana Kabila kaka ba o kaka bazina o Kabila benga ki boko na salon ba mususu ba Jean-Jacques bo fa na bino na nani na terrasse bo mela ba on le masaka bino zoya ba o kaba mela na e moko nde bazo trahir. Bienvenue à tous et merci de nous regarder, également votre émission, votre magazine d'actualité politique en RDC Décryptage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un membre du gouvernement, pas le moindre, le professeur Tshibangou Kalala, ministre près le Premier ministre, avec qui nous allons parler du processus électoral à l'approche des élections, mais toutes les questions de l'actualité politique en République démocratique du Congo nous intéressent. Il est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, on va vous remercier. Alors, professeur, ministre, la première question que j'aimerais vous poser, c'est une question à titre pédagogique, c'est de nous expliquer ce que ça veut dire être ministre près le Premier ministre. C'est quoi votre travail? Bon, ministre près le Premier ministre, cela est clairement défini dans l'ordonnance prise par le président de la République. Dans cette ordonnance, le président fixe les attributions de chaque ministère. Le ministre délégué près le Premier ministre, c'est l'assistant principal du Premier ministre, le collaborateur principal du Premier ministre, pour toutes les questions gouvernementales, toutes les questions politiques. C'est lui, en fait, je pourrais dire, le super conseiller du Premier ministre. Voilà. Donc vous êtes le conseiller, un conseiller spécial du Premier ministre. Donc vous travaillez, vous êtes un collaborateur, proche collaborateur du Premier ministre Bruno Tshibala. Alors voici cette question. Comment fonctionne une primature, un Premier ministre? Combien de conseillers un Premier ministre doit-il avoir? Attention. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Lui, le personnel d'appoint que chaque ministre doit avoir. C'est lui qui détermine. Je ne parle pas des ministres. Qui doit déterminer cela. Oui. Dans un décret. Mais pour son propre cabinet, oui. C'est lui le chef. Oui. Bon, il n'y a pas de limitation. C'est lui seul qui limite. Il n'y a pas une autorité au-dessus de lui qui dit voilà, vous devez avoir autant de conseillers, autant de... Non, c'est lui le chef. Il est le chef du gouvernement, il le fait pour les autres ministres, mais pour son propre cabinet, il est libre de déterminer. Donc, bien sûr, il y a des limites qui s'imposent. Il y a des limites d'ordre rationnel. Vous n'allez pas engager des gens pour ne pas les payer. Et puis, il y a quand même un plafond budgétaire qu'il faut respecter. Donc, pour répondre à votre question, le nombre n'est pas fixé à l'avance. C'est lui et lui seul qui détermine le nombre de ses collaborateurs en fonction des rémunérations qu'il peut leur donner. Monsieur le ministre, alors le chiffre avancé par le directeur de cabinet en rapport avec le dernier incident, est-ce qu'il est vrai? Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est déjà dépassé. Je crois que nous avons des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus intéressantes que notre peuple attend pour que nous puissions trouver des solutions. Ces problèmes internes de fonctionnement du cabinet du Premier ministre, je crois qu'on a déjà tourné la page. J'ai déjà répondu à ces questions auprès de certains de vos confrères. Je ne pense pas qu'il soit utile aujourd'hui de revenir là-dessus. Vous devez savoir, je lui dis, que le Premier ministre est le seul à déterminer le nombre de ses collaborateurs. Alors, en tant que collaborateur proche du Premier ministre Bruno Tshibala, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé jusqu'ici, d'être son collaborateur? Est-ce que vous en êtes fier? Je suis fier tous les jours, à chaque instant de ma vie, d'être un membre du gouvernement et de travailler avec le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une activité gratifiante, valorisante, extraordinaire. Le Premier ministre travaille bien. Et si vous voulez, je veux vous le démontrer au bout de cette émission. Et donc, je n'ai aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Alors, le Premier ministre
Tchibala nous avait promis des élections transparentes, des vraies élections. Est-ce que ce sujet est encore d'actualité aujourd'hui? Les vraies élections. Attends, je vais vous dire ceci. Le gouvernement Tchibala, je l'ai dit il y a quelques jours, il faut le comparer à l'équipe Léopard. Nous avons une équipe nationale de football, les Léopards football. Le gouvernement Tchibala, c'est les Léopards politiques. Nous sommes venus tous des différents partis politiques, des différents regroupements politiques. Nous avons été sélectionnés pour rentrer dans une équipe politique, les Léopards politiques. Nous avons mis de côté, si vous voulez, des considérations d'ordre partisanes, des logiques sectaires. Nous voyons la RDC, nous voyons le peuple congolais. Et nous avons un programme. Nous sommes un gouvernement de mission, M. Santoto. Des missions définies par le peuple congolais dans l'accord du 31 décembre 2016. Ces missions sont au nombre de 4. Et nous, en tant que léopards politiques, n'est-ce pas, nous devons remporter ces coupes-là à remettre à notre peuple. Je commence par la première coupe, et c'est ça votre question, les élections. Oui. Eh bien, dans l'accord, le président de la République l'a souligné, toute la classe politique l'a souligné, le Premier ministre lui-même l'a répété à plusieurs reprises, que nous allons offrir à notre peuple les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. C'est ça la première coupe que l'équipe des léopards politiques va remporter pour remettre à notre peuple. Nous aurons des meilleures élections. Et les choses avancent très bien. La CENI, qui est la seule autorité électorale dans notre pays, travaille dans de bonnes conditions aujourd'hui. Nous avons le fichier électoral qu'on est en train de nettoyer pour saisir exactement le nombre d'électeurs aux prochaines élections. Ce travail avance très bien. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que le gouvernement finance seul, c'est-à-dire le peuple congolais finance seul ces élections jusqu'à présent, et c'est une fierté. Et c'est comme ça, si nous voulons récupérer notre souveraineté, il faut que nous soyons en mesure de faire certaines choses nous-mêmes. Surtout, les élections, c'est une question de souveraineté nationale. On n'a pas besoin d'aller demander de l'argent à l'étranger, d'être un peuple de mendiants pour cela. Et donc, nous sommes déterminés au niveau du gouvernement de financer ces élections. C'est vrai que l'accord dit qu'on peut toujours avoir besoin d'une aide extérieure. Bon, si l'aide extérieure est là, on pourra prendre. Mais nous voulons financer ces élections seuls pour préserver la souveraineté de notre pays. Les choses avancent, M. Santoto. Vous avez suivi que tous les acteurs politiques de notre pays, et moi je tiens à les saluer et à les féliciter, tous sans exception, aujourd'hui se sont engagés dans le processus électoral. Il faut voir l'engouement avec lequel les plateformes électorales se forment. Même les partis politiques qui avaient des hésitations, qui développaient un certain discours, tous acceptent de s'inscrire dans le processus électoral. Et moi, je les félicite pour ce changement de vision. Et c'est très bien. Alors, vous l'aviez dit, l'une des missions du gouvernement actuel, léopard politique, c'est organiser des élections, offrir au peuple congolais les meilleures élections de l'histoire politique de ce pays. Mais est-ce que l'échéance de décembre est encore tenable? Monsieur Santoto, ce n'est pas le gouvernement qui fixe le calendrier électoral. Le gouvernement ne veut pas s'immiscer dans ces affaires de calendrier, de dates, etc. Ça veut dire que vous n'avez pas de précision. Non, c'est de la compétence exclusive de la CENI. Après évaluation tripartite du processus électoral, gouvernement, CENSA et CENI, la CENI a sorti un calendrier qui prévoit les élections au 23 décembre de cette année-ci. Nous respectons cette décision légitime de la CENI. Et donc, pour le moment, nous travaillons dans la vision, dans l'optique d'organiser l'élection le 23 décembre prochain. Et nous allons nous en tenir au travail de la CENI. Nous n'avons pas d'injonction à donner à la CENI pour lui dire avancer les élections ou retarder les élections. Non, la CENI est indépendante, est autonome. Nous attendons que ces élections aient lieu le 23 décembre de cette année-ci. Alors, si sur cette mission-là, les choses avancent bien, mais est-ce que du côté social, vous-même, à titre personnel, une évaluation faite, est-ce que vous travaillez correctement pour le Congolais? L'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est très bien. Jusqu'ici. Je vous ai parlé de la mission principale du gouvernement. Oui. La première coupe que l'équipe des léopards politiques va remporter, remettre à notre peuple, les élections. Remporté. Nous allons remporter. Nous allons remporter. Notre mission, j'ouvre une parenthèse ici, notre concentration aujourd'hui, M. Santoto,
nous travaillons sur la légitimité des performances. La légitimité démocratique viendra après les élections. Tout le monde dit voilà. Mais pour le moment, c'est la légitimité des performances que nous voulons conquérir. Nous voulons réussir ces 4 missions. La première, nous travaillons bien, les choses avancent. Avec la CENI, nous aurons les meilleures élections, on fera le bilan. La deuxième mission, je crois que c'est là, la deuxième coupe que nous voulons remporter, avant d'arriver à la troisième coupe dont vous parlez, c'est la coupe de la stabilisation et de la relance de l'économie. Parce que pour améliorer les conditions de vie de la population, il ne vous a pas échappé, il faut qu'on ait de l'argent. Et donc il faut produire cet argent. Il faut qu'on ait une économie stabilisée, une économie qui produit des richesses et qui produit des emplois. Et le gouvernement vient d'ouvrir 4 fenêtres d'opportunités extraordinaires sous l'impulsion et l'autorité du président de la République. 4 grandes fenêtres d'opportunités pour notre pays et pour notre peuple. On peut faire le point? Je peux parler par exemple du port en eau profonde. Ce port en eau profonde dont on parle depuis plus de 150 ans. C'est aujourd'hui, avec le président de la République, avec le gouvernement Tchibala, qu'on est en train de voir le bout du tunnel. Eh bien, dans quelques mois, on aura l'un des meilleurs ports en eau profonde du monde. Il y a à peine quelques jours, nous venons de dépasser le $1 milliard de réserves d'échange. Quand nous avons pris le pouvoir au mois de mai dernier, on était à 600 millions. Et dans le passé, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on n'avait pas de réserves internationales, qu'est-ce qu'on faisait? Il faut aller à Washington, aller demander l'argent au Fonds monétaire international pour renflouer nos caisses. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'on avait juste une capacité de 2 semaines d'importation pour un pays comme le nôtre. Mais aujourd'hui, avec des efforts, avec une discipline de politique budgétaire, de politique monétaire, nous sommes arrivés au jeu à dépasser le $1 milliard de dollars et nous avons tourné autour d'1 mois d'importation. Nous ne sommes pas encore satisfaits, mais nous sommes sur la bonne voie. Une autre opportunité, c'est le code minier, la révision du code minier. Moi, personnellement, j'ai beaucoup félicité l'équipe du gouvernement, le président de la République, parce que c'était un combat pour la libération économique de notre peuple. Notre peuple vient de récupérer, n'est-ce pas, son cuivre et son cobalt. Voyez-vous. Et la Banque mondiale, tout le groupe de la Banque mondiale, j'ai lu le rapport, n'est-ce pas, présenté par plus d'une dizaine d'experts internationaux, il n'y avait aucun Congolais là-dedans, qui nous disent, depuis 2002, le peuple congolais n'a pas gagné grand-chose avec le code minier de 2002. Ce sont les investisseurs étrangers qui ont gagné plus que l'État congolais. Noir sur blanc, j'ai le rapport. Et ceux qui disent là, c'est qui? Ce sont ceux qui étaient à l'origine du code de 2002. Aujourd'hui, dans un combat étrange, parce que le peuple ne peut pas rater le boom du cobalt, par exemple, eh bien, le gouvernement a été volontariste. Notre Parlement a émis un vote historique. Le président de la République vient de promulguer ce code révisé qui ouvre beaucoup d'opportunités pour le peuple congolais. Je prends juste un petit exemple. Allez-y. Aujourd'hui, tout investisseur étranger qui veut investir dans le secteur minier doit tout faire pour qu'il y ait des Congolais au sein de la société minière qui va exploiter. Congolais, personnes physiques comme vous et moi, qui doivent avoir un minimum de 10% dans le capital social. C'est de cette manière que nous allons créer une classe moyenne dans notre pays. La classe moyenne inférieure, la classe moyenne supérieure ou la classe ou les riches. Il faut qu'on ait des Congolais qui gagnent à la fin de chaque mois $3 000 au moins. Classe moyenne supérieure. $2 000 au moins par mois. Classe moyenne inférieure. Ceux qui doivent gagner $5 000 par mois. Les riches. Il faut qu'on en compte des millions et des millions dans notre pays. C'est de cette manière-là que nous pouvons dire, enfin, nous sommes vraiment sur la bonne voie. La RDC va se développer. Et donc, je vous donne cet exemple tout simplement pour le secteur minier, pour vous montrer que c'est une révolution extraordinaire avec le code révisé. C'est vrai que c'est sur papier. Maintenant, le gouvernement est très conscient pour qu'on mette en place alors une bonne gouvernance, pour une bonne mise en œuvre de ce code révisé, pour que les richesses minières de notre pays puissent profiter à notre peuple. Je termine sur ce point par dire que nous avons besoin des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers qui viennent avec leur argent pour investir dans les mines sont les bienvenus.
Le gouvernement veut travailler avec eux, veut les accompagner, les encadrer pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Il faut qu'on instaure ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Le Premier ministre Tchibala, j'étais à ses côtés à Londres. Vos collègues de Reuters se lui ont posé la question sur l'affaire du code révisé, avec plusieurs questions. Il a répondu que ce que nous sommes en train de faire en RDC, c'est pour instaurer un partenariat gagnant-gagnant entre les sociétés minières qui amènent leur argent dans notre pays et le peuple congolais. Il ne faut pas qu'il y ait un partenariat gagnant, c'est-à-dire les miniers, et perdant, c'est-à-dire nous, peuple congolais. Non, ça on ne peut pas accepter. C'est le partenariat gagnant-gagnant. Mais les codes miniers, il est là, c'est bon. Mais il ne faudrait pas décourager les entreprises qui créent de la richesse dès lors que le gouvernement congolais avait pris l'engagement du respect de la clause de stabilité avec les miniers. Que devient cette clause de stabilité avec les miniers, avec l'avènement du nouveau code minier? Oui, attention, je crois qu'on est en train de raconter trop de choses, tout est contre tout à propos de la clause de stabilité. Ce code a été promulgué en 2002. Il devait être révisé en 2012, 10 ans après. C'est inscrit dans le code. Mais pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui, on ne l'a pas fait en 2012. On vient de le faire en 2018. Donc les sociétés minières ont eu même un bonus de 6 ans et plus, en profitant de cette clause de stabilisation. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été mis dans ce nouveau code? Je pense que mon collègue ministre des Mines doit avoir eu l'occasion d'expliciter tout ceci. On a dit que pour la clause de stabilité, tout ce qui a été fait avant, tout ça, ça tombe. Le peuple congolais doit récupérer son cuivre et son cobalt. Et donc, tout ce qui a été fait avant, c'est terminé. La communauté internationale nous dit, c'est écrit, que le peuple n'a pas gagné grand-chose depuis 2002 et que ce sont les investisseurs qui ont tout pris, qui ont gagné plus que le peuple. Il est temps de pouvoir rééquilibrer les avantages. Partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas le gouvernement qui dit cela. C'est le groupe de la Banque mondiale, des experts internationaux qui disent cela, qui s'apitoient finalement sur notre sort. Quel est ce gouvernement qui peut rester sourd à un tel appel à la justice, à l'équilibre des avantages? Donc, on a dit dans le code qu'à partir de sa promulgation, on conserve la clause de stabilité pour 5 ans. Pendant cette période de 5 ans, s'il y a changement de législation ou autre, il y a stabilité pendant 5 ans. Jusque-là, c'est fait. Donc s'il y a des changements, on ne touche pas à la situation, mais pour l'avenir. Mais pour le passé, on fait table rase. Donc on a appliqué le principe de tabula rasa. Donc il faut faire table rase du passé. Il faut réviser. Le peuple congolais doit jouir de ses ressources naturelles. Ce n'est pas le moment de vous dire ce qui se passe aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, avec des taux de 15, 16, 17% de redevance minière. Chez nous, nous sommes à 3,5%. Et même à 3,5%, Bloomberg vient de nous dire que c'est encore trop bas, etc. Par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Mais c'est un débat qui demanderait toute une émission pour cela. Et nous sommes prêts pour cela. Donc, la clause de stabilité a été acceptée pendant 16 ans, au lieu de 10. 16 ans. Les miniers en ont suffisamment profité. Maintenant, on a dit tabula rasa. C'est terminé. Mais on garde la période de stabilité pour 5 ans à partir d'aujourd'hui. Tout gouvernement doit veiller à la défense des intérêts vitaux de son peuple. C'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Voilà. Et donc nous n'avons pas, le gouvernement tient à ce qu'on ne puisse pas rater le boom du cobalt, par exemple. Parce qu'au cours de 30 ou 40 prochaines années, eh bien, le cobalt de la RDC va concurrencer sérieusement le pétrole. Parce qu'on va vers les véhicules électriques et le produit phare, c'est le cobalt. Et nous sommes le premier producteur mondial et nous avons 50% des réserves mondiales prouvées. Et donc, on ne peut pas gaspiller une telle opportunité économique pour lutter contre la pauvreté et la misère dans notre pays. Vous comprenez ça? Et Monsieur ça, donc, j'aimerais terminer sur ce point. Le gouvernement de la République tient à protéger les investisseurs, miniers ou autres, tient à ce qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, mais pas de partenariat gagnant, c'est-à-dire les investisseurs, et perdant, ça signifie le peuple congolais. Ça, le gouvernement de la République, sous
l'autorité du président de la République et la coordination du Premier ministre, nous sommes totalement opposés à cela. Alors, vous l'aviez dit, vous avez pu avoir plus de devises en termes de réserve d'échange, ça veut dire qu'il y a eu plus de recettes. Mais qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas aujourd'hui à réduire le taux du dollar? Oui, mais ça, c'est un autre débat. C'est notre débat. Il ne vous a pas échappé, Zantoto, que ce gouvernement, que j'appelle les léopards politiques, a réussi à stabiliser la situation du taux d'échange sur le marché. Quand nous sommes arrivés aux affaires au mois de juin, au mois de mai dernier, surtout juin et juillet, c'était la débandade sur le marché d'échange, vous savez. Oui, ça montait tous les jours. Tous les jours, on changeait des étiquettes. C'est vrai, mais ça devrait descendre aussi tous les jours. Oui, mais attention, le problème, ce n'est pas de descendre tous les jours. On a stabilisé. Maintenant, pour que ça descende tous les jours, c'est un problème de production. C'est la production qui donne la valeur à une monnaie. Et au moment où je vous parle, le gouvernement de la République travaille, je dirais, 24 heures sur 24 pour promouvoir la production nationale. Et essentiellement, la production agricole. Les mines, ce n'est pas l'avenir de la RDC. Le pétrole, ce n'est pas l'avenir de la RDC. L'avenir de la RDC, c'est l'agriculture. C'est l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Et donc, nous sommes en train de travailler jour et nuit pour dire, mais comment nous allons augmenter la production agricole dans notre pays? Et donc, c'est la production qui donne de la valeur à la monnaie. Donc, nous travaillons sur cela. Lorsque nous allons augmenter la production, lorsque nous allons arriver à avoir une bonne couverture de notre monnaie par des devises étrangères, notamment le dollar, nous travaillons, vous allez voir que la monnaie va non seulement se stabiliser de manière durable, mais va même commencer à baisser. Nous ne crions pas victoire. Tout ce que nous sommes en train de faire, j'insiste, est encore fragile. On ne va pas sombrer dans le triomphalisme. On est encore loin du bout du compte. Le pays est encore un pays pauvre. La RDC est encore un pays de bas salaire. Vous avez parlé de l'amélioration des conditions de vie de la population, nous allons en parler. Et donc, on n'est pas content. La misère est encore autour de nous. La pauvreté est toujours là. Mais nous sommes sur la bonne voie. Et comme je vous ai dit, M. Zantoto, ce gouvernement est concentré pour conquérir la légitimité des performances. Nous voulons que, après les élections, le gouvernement qui viendra après nous, bien, que ce gouvernement trouve une situation saine, trouve un pays en paix, un pays réconcilié avec lui-même. Vous n'avez que quelques mois. Un pays avec une économie qui est sur la bonne route. Pour ça, vous n'avez que quelques mois. Nous voulons faire cela pour que ceux qui vont venir après nous disent oui, nos compatriotes étaient là, ils ont bien travaillé, maintenant c'est à nous d'aller encore plus loin, faire mieux que eux. C'est ça notre souci. Ce n'est pas le souci de s'accrocher au pouvoir, de rester là pour le plaisir du pouvoir, mais nous sommes là pour faire un bon travail. Comme je dis, nous sommes léopards politiques, nous voulons remporter des coupes à remettre à notre peuple pour que ceux qui vont venir après nous disent oui, enfin, le gouvernement Tchibala, avec le président de la République, ils ont laissé quand même de bonnes traces, par exemple comme le port en eau profonde, par exemple avec la stabilité durable de notre économie et la relance de l'économie, avec des projets phares, comme le port en eau profonde, comme bientôt l'aéroport international de Ndili. Je crois que vous avez suivi le compte rendu du dernier gouvernement, du dernier conseil des ministres. Eh bien, nous avons un projet phare pour que l'aéroport international de Ndili devienne un aéroport aux standards modernes internationaux. Merci. Le bâtiment qui est là, c'est un vieux bâtiment laissé par les Belges, construit dans les années 57-58. C'est une honte pour le pays. Nous devons avoir une aérogare moderne, comme il y en a dans tous les aéroports du monde aujourd'hui. Merci de donc, l'avoir. nous sommes sur la bonne voie et nous avançons. Voilà. Alors, vous êtes ministre près du Premier ministre, je l'ai dit, mais au même moment, président du Congo, notre beau pays. Notre beau pays. Notre beau pays, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que devient l'Alliance pour le Congo, dont vous êtes ou vous étiez secrétaire général? Oui, vous avez posé une bonne question. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est une très bonne chose. Et on a posé la question au Premier ministre par BBC à Londres. Mais il y a combien de partis politiques dans votre pays? Ce jour-là, on était à 586 partis politiques. Une honte. C'est pas possible. On ne peut pas gérer une démocratie moderne avec un tel nombre de partis politiques. C'est entendu. Bon. Eh bien, le gouvernement avait proposé
l'instauration du seuil national, en fait, pour pousser les Congolais à se regrouper. Si vous voyez les projets des sociétés de ces 586 partis politiques, ces projets se ressemblent comme des gouttes d'eau. Similitude. Voyez-vous. Et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas travailler ensemble. Et donc le gouvernement était volontariste pour faire cette réforme. Et on est arrivé. Moi, je suis satisfait de voir que les partis se regroupent. C'était l'objectif. C'était Cette fusion. Oui, c'est bien. Même il faut qu'on fusionne. On a commencé par des regroupements politiques, oui. Mais à terme, il faut que des partis fusionnent. Moi, je suis d'avis qu'il faut que dans ce pays, qu'il y ait 5, 6 ou 7 partis immenses qui peuvent gérer le suffrage dans notre pays. Et quel est ou même 4 ou 5 plateformes. Personnellement, oui. Et donc, nous avons créé une plateforme électorale, un regroupement politique. Je ne vais pas donner trop de détails sur ce sujet parce que le chef de cette plateforme, notre autorité morale, c'est le Premier ministre. C'est lui qui aura la première parole pour présenter cette plateforme. Le président de l'UDPS. Oui, à notre peuple. J'attends son retour. J'aimerais que ce soit lui qui annonce tout ça. Il ne faut pas qu'on lui brûle la politesse. Pas cela. Et donc, nous avons créé notre plateforme, déposée au ministère de l'Intérieur depuis vendredi soir, avec un certain nombre de partis politiques. Et je souhaite que ce soit le Premier ministre qui vienne révéler tout cela, qui puisse annoncer, parce que c'est lui le chef de la plateforme. Et donc, nous l'avons fait. Oui. Nous l'avons fait, et mon parti est membre de cette plateforme. Ok. Bien. Donc, nous sommes en règle dans le cadre du regroupement politique. Maintenant, il nous reste le temps d'organiser les choses et de préparer les élections et, je l'espère, de pouvoir récolter de bons résultats à l'issue de ces élections. Dernière question, où serait passé? Où est le Premier ministre à l'heure actuelle? Il est où? Pourquoi une longue absence au pays? Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Où est le Premier ministre? Je vais répondre à cette question. Parce que depuis 48 heures, il y a eu des rumeurs folles. Je voudrais fixer l'opinion à ce sujet. Le Premier ministre a été invité par l'Institut Chatham House. C'est l'Institut Royal des Affaires Internationales, un institut prestigieux dans le monde anglo-saxon et sur le plan international. Un grand nombre des grands de ce monde sont passés par là pour donner des conférences. Les Mandela étaient là, les Kagame, les Buhari, les François Mitterrand. La liste est très longue de ce qui s'est passé à cet institut Chatham House au centre de Londres pour parler de la démocratie et de la stabilité en RDC. Quel est l'avenir? Quelle est la voie à suivre? Il a donné une belle conférence. Bonne santé. Mais il s'est arrêté à Paris pour un contrôle médical régulier, qui est tout à fait normal. Bon. Le Premier ministre a subi une intervention chirurgicale à l'œil, intervention de routine. Mais le médecin français, et je suis d'accord avec lui, a pris beaucoup de précautions. C'est normal. Très très vigilant, beaucoup de précautions. Parce qu'on ne s'amuse pas avec l'œil d'un Premier ministre. On s'amuse avec l'œil d'un Congolais. Oui, mais l'œil, vous savez, l'œil, ce n'est pas n'importe quel organe du corps humain. On ne s'amuse pas avec l'œil. Oui, oui. On ne s'amuse pas avec l'œil, et surtout l'œil d'un Premier ministre en fonction. Et donc, on a fait une intervention. Il a tenu à ce que tout se passe bien. Parce que les médecins sont très regardants sur ce qu'on appelle la responsabilité médicale. Il ne faut pas qu'on fasse une intervention et puis 2 ou 3 jours après, il y a des complications. On va dire, ouais, monsieur, vous êtes responsable, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, ou bien vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, il a fait cette intervention. Il a demandé un temps d'observation avant de libérer le Premier ministre. Il a fait des contrôles, il observe. Et donc, c'est seulement cela. Le Premier ministre n'est pas dans un hôpital, sur un lit, avec des infirmiers autour de lui, en train de veiller sur lui. Non, pas du tout. Et donc, ceux qui racontent des histoires, il faut qu'ils arrêtent de raconter des histoires. Vous voulez me poser la question? Il rentre à quand? Oui, exactement. Eh bien, il rentre à quand? Dans les heures qui viennent. Je dis bien dans les heures qui viennent, le Premier ministre sera de retour à Kinshasa. Il n'y a aucun problème. Merci d'être venu ici pour reprendre nos questions, mais il n'y a aucune formation hospitalière qui peut le prendre en charge ici chez nous. Oui, attention, c'est une opération très délicate. Nous avons certes des spécialistes. Je sais que c'est délicat.
Nous avons 7 Mais il y a spécialistes, oui. mais il faut avoir des équipements pour faire ce travail-là. Et on n'en a pas. J'en sais quelque chose. On n'en a pas. On n'en a pas. J'en sais quelque chose. Moi-même, j'ai subi une opération de cataracte sur l'œil gauche, moi-même. Mais l'ophtalmologue de Kinshasa que j'ai vu, il m'a dit, professeur, il faut aller en Belgique ou en France. Là, on peut faire une opération à laser, parce qu'ici, nous avons encore avec des aiguilles pour ouvrir l'œil, etc. Ça, c'est dépassé. Maintenant, c'est avec le laser. Donc, mieux vaut aller en Europe où les équipements sont aux pointes. Nous n'avons pas encore ici. Nous avons des compétences, mais il faut avoir des équipements pour faire ce travail. Professeur Tshibangou Kalala, ministre près le Premier ministre, merci d'être venu sur le plateau de questions, sur le plateau de décryptage et de répondre à nos questions. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.